Descendre. Les flèches de notre clavier, tu veux dire? Oui, pardon. Oui. Ok, ça marche. En haut, en bas, ça roule. Je pense que là, les dernières minutes, quand ils auront géré l'histoire du live via Facebook, on pourra refaire un petit test pour être sûr sur les PowerPoint. Mais je pense que ça va être la manière la plus simple. Comme ça, chacun va vraiment savoir où il en est au niveau de la parole et tout ça. Parce que vous connaissez mieux le contenu que nous. Voilà. Peut-être, est-ce que si tu peux, Arnaud, descendre un peu si tu es sur l'ordi, ta webcam? Parce qu'en fait, tu vas avoir un bandeau en bas qui va te nommer. Et comme expliqué Franck… J'ai pas changé d'ailleurs. Euh, Vous voulez que je mette Arnaud en vol vert, non? C'est pas ça? Pour le Zoom, c'est pas très grave parce que nous, on voit. Bon, tu peux rajouter un vol vert si tu veux, mais l'important, là, c'est pour nous, pour savoir la technique qui est qui. Mais on a déjà, c'est pour ça que moi j'avais demandé vos noms, prénoms et vos structures et tout ça, parce que Franck a fait un bandeau en dessous. Donc si tu vois, si par exemple ta caméra elle est trop basse, le bandeau risque de te couper le menton arrivé là. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller être à la limite un peu plus haut. Comme ça? Ouais, comme ça c'est pas mal, exactement. Quitte à des fois, moi je sais que je me faisais avoir aussi souvent et plusieurs fois. Quitte à devenir chauve? Un petit peu. Je pense que ouais, c'est bien. Comme ça au moins on est sûr que ça coupe pas ton visage quand il y a le bandeau. Voilà, je pense qu'au niveau du son c'est bon aussi. Oui, tu connais bien Zoom ou… Oui, je connais Zoom dans le sens où oui, je fais des réunions même. Ouais, au niveau du chat et tout ça, tu vois comment ça fonctionne. Ouais, à gauche, il y a le muet, Ouais. à droite, la vidéo, on coupe le micro. Par contre, Voilà. après, moi, ce que j'ai pas fait sur Zoom, c'est je n'ai jamais fait de présentation. Donc, en gros, pour ça, je te disais avec les diapositives, je sais pas comment ça se passe, mais si tu me dis que c'est juste les flèches du haut et du bas pour me bouger les diapos, ça me va. Ah bah, c'est ce que Claudie a fait, donc a priori. Oui, c'est pas compliqué. Ouais. Oui, sur les flèches, oui, ça va. Il y a juste un petit temps d'attente. J'ai tapé 2 fois parce que j'ai pas vu réagir, mais Franck m'a expliqué qu'il fallait appuyer 1 fois et puis attendre. Et là, il y a un petit décalage de quelques secondes. Voilà. Oui, voilà, faut être un peu patient sur le temps de transition et voilà. Ça marche. Ouais. Qu'est-ce que je voulais rajouter autre chose, mais je ne sais plus quoi. Non, ouais, le chat, les micros. À la fin, on fera un débrief aussi à la fin de l'événement. Je vais conclure, donc je dirai au revoir et tout ça. Et donc, il faudra rester on aura un petit temps encore de silence et après, on débriefera ensemble pour avoir comment ça s'est passé et tout ça. Voilà. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le chat. Oui, alors c'est moi qui vais prendre les questions en live Facebook et qui les passerai directement à Quentin. Donc voilà, s'il y a des questions et tout ça, ce sera lui qui vous les questions, posera. Elles vont se faire au fur et à mesure ou elle sera à la fin? Ça dépend des gens. Des fois, ça arrive à la toute fin d'un documentaire. Bon, là, c'est différent, comme c'est une discussion, donc ça va peut-être venir au fur et à mesure. Mais bon, ça vient au fur et à mesure, hein, généralement. Alors, des fois, au départ, il y a un petit temps parce que le temps que les gens se mettent sur le live et tout ça, donc ça ne vient pas forcément dès le début. C'est un peu, généralement, c'est un peu en continu sur les questions. On avait prévu, en gros, que si c'est des questions par rapport à de la précision ou vraiment technique, la personne n'a pas compris l'intervention, dans ces cas-là, on les donnera dans le flux. Si jamais c'est des grosses interventions pour revenir, pour croiser des choses, etc., on fera un temps ouvert à la fin. Voilà, ça dépendra du type de question. Ouais, d'accord. Ouais. Et j'en profite aussi, mais comme du coup, on a un timing un peu serré. C'est le cas de le dire. Hein. Ouais, désolé, ça fait partie de ces événements digitaux, c'est jamais facile. Du coup, je risque de mettre des petits messages dans le chat aussi pour dire que
Vous allez pas tarder à dépasser votre temps, voire vous allez dépasser votre temps. Et au bout d'un moment, je serai obligé d'intervenir, pas par méchanceté, mais parce qu'il faut que tout le monde s'exprime. Donc voilà. Oui. Ça oblige parfois. Pour me rappeler les temps, c'est quoi? C'est 5 minutes, hein, c'est ça? Alors, Ouais, t'es à 6 et 6, toi. Ouais. Ok, ça Ouais. va. T'es large, quoi, t'es large. C'est chaud. Je crois que il va falloir que je chante un petit. On a trop de choses à dire là. On a C'est un exercice compliqué. tellement de hein. choses à dire. C'est un gros exercice. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus gros exercice. Ça. Non, Mais mais c'est au pas pire, ce grave, sera les c'est un questions. début, derrière. on recommencera. Ouais, tout à bon, fait. là le format est particulier et c'est vrai que généralement sur les conférences on fait souvent autour d'1 heure, 1 heure et demie parce que c'est un format qui est quand même particulier. Enfin, si ça devient trop long, les gens même si c'est hyper intéressant, bon voilà. Donc évidemment que oui, on s'impatiente plus. Hein. En fait, j'ai vu toutes les réunions qu'on a faites là, avec Zoom, etc., en vidéo. On les avait prévues des fois pour 3-4 heures, enfin des conseils d'administration, des choses comme ça. Ça s'est réduit à 1 heure et demie. Et en fait, il y en a une, carrément, le président, après, il a dit, bon, ciao à tout le monde, etc. On n'avait pas vu tout l'ordre du jour, quoi. On s'impatiente. Tout le monde s'impatiente plus, quoi. À un moment donné, c'est fini, quoi. On apprend différemment, là. Hein. C'est clair. Ouais. Bon. Clair. Et donc, Quentin, tu nous préviens quand même à l'avance. Tu nous dis genre. Oui, je vais essayer. Là, il coupe le micro. Ouais. Voilà. Comme dans les émissions politiques. Non, je prendrai
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler du changement, de changer le commerce pour ne plus changer le climat. Mais avant tout, je tiens à vous présenter la base. Donc, la base a été créée en mars 2019 avec un objectif, accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment situé au 31 rue Bichat à Paris. Dans les étages, il y a des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage disponibles pour des organisations qui s'occupent d'écologie et de justice sociale. Ainsi, elles peuvent agir pour faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un bar associatif ouvert au public qui accueille plusieurs fois par semaine des événements en entrée libre. Conférences, tables rondes, projections de films, formations, célébrations. Ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Mais comme vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire actuelle, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir de public. Donc, a priori, plus d'événements et donc plus de revenus. Sauf que la base, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté et donc qui continue à se mobiliser malgré la distance. Après une courte période d'adaptation, on vous propose dorénavant des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. On est persuadé que c'est en se préparant et en agissant ensemble dès maintenant que l'on pourra changer le système. Dès la fin du confinement, on vous appelle à venir à la base pour devenir bénévole, rejoindre une organisation et continuer à suivre des événements. En tant que porte d'entrée vers l'engagement et soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site www.labase.paris/don. Merci d'avance pour votre participation sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Quentin M. de Fer qui va nous présenter donc le sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Et bonsoir à toutes et à tous et merci à vous d'être là ce soir. C'est un événement qu'on organise en plus dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. Donc, c'est un moment fort pour nous et pour tout le milieu du commerce équitable. Pour commencer et introduire ce sujet, je vais m'appuyer sur un article du Monde, pas si ringard que ça, hein, c'est 11 mai 2020, qui se titre « Combien de CO2 en moins avec la pandémie due au coronavirus et le confinement dans le monde ?» Alors, dans cet article, on y apprend qu'une équipe internationale a essayé de calculer les émissions de CO2 qui ont été économisées grâce, même si c'est un peu bizarre à dire, à cette crise. Donc, c'est calculé environ 542 millions de tonnes de CO2 avec une incertitude de 20%. C'est une bonne nouvelle et en soi, quand on lit ça, on se dit, bon, bah, pas besoin de faire cet événement. Finalement, ça a résolu toute la crise. Il n'y aura pas de changement du climat et on est bon. J'aurais bien aimé, je pense qu'on aurait bien aimé que cette crise ait complètement résolu les autres problèmes, mais malheureusement non. Tout comme après la crise de 2001, après que l'économie soit mise en pause, ça repartit de plus belle sur la spéculation. Il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, l'économie s'était mise en pause, mais quand elle repart de plus belle. Puisque finalement, le problème, c'est notre manière de commercer. Et si on a économisé uniquement parce que pendant ce laps de temps, on ne commerçait pas. Et donc, c'est toute la problématique de ce soir, c'est comment commercer différemment. Comment faire en sorte, dans ce schéma de causes et de conséquences, de pouvoir changer l'entièreté du cycle, changer les causes pour changer les conséquences. Ça va être un peu la trame de ce soir. Ça va être tout le temps essayer de faire un cycle, montrer des mécanismes. Par exemple, une cause, je veux acheter du chocolat, mais en même temps, j'aimerais bien m'acheter un nouveau portable. Je vais réduire la part de mon budget que je mets sur le chocolat. Je vais quand même en manger parce que je suis un peu gourmand. Et je me retrouve à acheter un chocolat moins cher en me disant que c'est qu'un packaging. Derrière ce chocolat moins cher, en fait, il y aura du cacao produit avec une agriculture intensive, une monoculture. Qui dit monoculture dit plus de biodiversité. Comme il n'y a pas de biodiversité, ça sera riche en engrais naturels, c'est-à-dire parce que la terre est naturellement fertilisée par les échanges. Et donc, du coup, les producteurs, les productrices vont acheter des intrants chimiques. Ils vont s'endetter. En plus de cela, pour que le chocolat soit moins cher, les agriculteurs et les agricultrices vont subir, en fait, une relation asymétrique.
et la marque va leur acheter leur cacao moins cher. Ce qui fait que, au départ, je pensais que c'était qu'une histoire de packaging, et puis finalement, en fait, c'est une toute autre histoire, c'est un tout autre scénario. Heureusement, c'est pas un live qui va être flambant, c'est pas un live triste, parce que justement, nous aussi, on est venu là pour vous dire qu'il y a des solutions qui existent. Et ces solutions, ça peut être de l'agroforesterie, une autre technique pour cultiver. Ça peut être également des entreprises qui ont un impact social avant tout et qui ne cherchent pas la rentabilité. Alors, pour parler de toutes ces histoires, je vais accueillir Estelle Dubreuil et Alicia Scholl de Faire un monde équitable, la structure à laquelle j'appartiens aussi. Pour le dire en 2 mots, Faire un monde équitable, c'est une association qui fait le lien entre la population et le commerce équitable. Nous avons également Envolvert et Guayapi. Envolvert est une association experte du bois, si je peux dire, mais je laisserai se présenter un peu mieux, et qui essaye d'étudier avec les communautés sur le terrain d'autres manières d'interagir avec les forêts. Et Guayapi est une très belle histoire, une très belle entreprise qui nous montre qu'il n'y a pas que des startups qui brassent du vent, mais qu'on peut aussi faire des entreprises pour avoir un impact social. Je vais pas tout vous spoiler maintenant, parce que ça serait dommage. Donc, je vais laisser la parole à Alissa de Faire un monde équitable pour nous en dire un peu plus sur cette question d'économie et d'impact sur le changement climatique. Pardon. Alissa, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Quentin l'a rapidement dit, j'essaie juste... Faire un monde équitable, on est un mouvement de citoyens engagés pour un commerce équitable et une consommation responsable. Donc, au quotidien, on se mobilise en fait pour sensibiliser à l'importance d'un commerce équitable et d'une consommation responsable. On accompagne le changement de pratique, on interpelle les décideurs politiques et les décideurs économiques, et puis on valorise tous les acteurs engagés justement pour un autre commerce. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter les impacts sociaux, économiques, environnementaux du commerce, puisque produire, échanger, consommer, ça a un prix. Le système économique actuel a des coûts aussi bien sociaux, environnementaux, économiques. Le commerce international tel qu'il est structuré aujourd'hui rime bien trop souvent avec exploitation des ressources, qu'elles soient naturelles mais aussi humaines, et pollution. La mondialisation, comme on la connaît, elle est inique et nos échanges commerciaux internationaux alimentent de nombreuses inégalités, qui vont aussi en fait avoir par effet boule de neige un impact sur l'environnement. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez voir à l'écran un schéma qui permet de synthétiser un petit peu tous ces impacts. Tout au début, donc tout à gauche, on voit justement pourquoi le système, pourquoi il y a la cause en fait, pourquoi, puisque le système actuel est dicté par 2 principes clés qui sont la libéralisation des échanges et la financiarisation. Donc la libéralisation, c'est le libre-échange dérégulé, l'ouverture des marchés sans limite, et la financiarisation où la course au profit, la cotation en bourse a pris une place prédominante dans le système économique actuel. Aujourd'hui, on pourrait peut-être aussi ajouter à ces 2 principes clés qui dominent le commerce international actuel la standardisation. On cherche des produits aux caractéristiques identiques pour les différents segments de consommateurs pour répondre aux besoins homogènes et faire des économies d'échelle. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement, il a de nombreux impacts. Le principe, du coup, c'est vraiment produire toujours plus vite et à moindre coût financier, puisque, comme on le voit, il y a vraiment des vrais coûts socio-économiques et environnementaux. Donc, les conséquences, on les voit ici sur le schéma, elles sont multiples, avec une pression forte sur les prix. Il faut toujours produire moins cher et toujours plus rapidement. Des pratiques commerciales déloyales, donc qui sont contraires à la bonne foi, à la loyauté, et qui sont imposées en fait unilatéralement par des partenaires commerciaux. Donc, par exemple, dans les pays consommateurs, ça va être les industriels et les distributeurs, et dans les pays producteurs, ça va être des acteurs comme les acheteurs, les négociants, les exportateurs. Donc en fait, voilà, il y a quelques acteurs qui vont avoir un pouvoir monstre et qui vont pas permettre aux producteurs de pouvoir contrebalancer et avoir un pouvoir de négociation. À cela s'ajoute aussi la volatilité des prix due à la financiarisation, puisqu'aujourd'hui il y a de nombreuses matières premières qui sont dont les prix sont négociés à la bourse. On peut penser au café, on peut penser au blé.
Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que aujourd'hui, les producteurs et les productrices ont des revenus très faibles, sont dans l'impossibilité de planifier. Donc, leurs modes de vie ne sont pas durables. Tous ces problèmes sociaux vont en avoir d'autres avec le travail des enfants, des emplois très précaires, la surexploitation, des faibles rendements, ce qui va contribuer à l'exode rural et donc de moins en moins d'agriculteurs. Et à terme, ça peut aussi avoir un impact sur la sécurité alimentaire de nous toutes et de nous tous. À cela s'ajoute aussi un impact fort sur l'environnement, puisque la libéralisation et la financiarisation, c'est l'intensification de l'agriculture avec des impacts environnementaux très importants, déforestation, standardisation, l'usage intensif de pesticides et d'engrais. Et donc, ça, on sait tous les impacts négatifs que ça peut avoir avec l'érosion des sols, la perte de la biodiversité, la pollution et évidemment aussi des impacts sanitaires. Aujourd'hui, il faut savoir que tous ces impacts socio-économiques et environnementaux sont démultipliés. Donc, je vais essayer de terminer assez rapidement. Donc, il y a une réelle accélération. J'arrive pas à passer à la slide suivante. Ces dernières années, puisque 10% de la population mondiale possède 50% des richesses mondiales. Et donc, dans les filières agricoles, ce que je vous disais, c'est que les acteurs de l'aval captent une part énorme et de la valeur créée et ne laissent aux agriculteurs que les miettes. Par exemple, sur la filière café, en 20 ans, les industriels et les distributeurs ont touché 96% de la valeur créée contre 4% seulement pour les producteurs. Donc, les producteurs boivent la tasse, vivent très souvent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, il y a vraiment des gros dysfonctionnements et le problème, c'est que en parallèle, les grands groupes industriels développent leur politique RSE, de responsabilité sociale des entreprises, et leur communication pour essayer de se donner une image engagée. Donc, des grands groupes comme Lindt, Nestlé et Lavazza. Mais en fait, peu d'objectifs transparents, donc plutôt un outil de la communication verte et peu de contraintes, peu de régulation de l'État, peu de lois. La loi sur le devoir de vigilance existe, mais elle n'est pas totalement efficace et puis le recours est compliqué. Donc à ce jour, aucune législation ne contrôle les pratiques commerciales des acheteurs, qu'ils soient marques ou distributeurs, et ils fixent leurs règles et leurs pratiques sans limite. Merci beaucoup, Alissa. Alors, je vous promets, à des moments, il y aura des belles nouvelles. Hein. Ça va arriver après, mais je vais passer maintenant la main à Arnaud d'Envolver, qui va nous expliquer un peu ce qui se passe plus en détail au niveau de la forêt. Arnaud, c'est à toi. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Arnaud Lefebvre, responsable des partenariats auprès donc de l'association Envolver. Si ça veut bien passer à la slide suivante. Ça marche. Moi, ça a l'air de fonctionner de mon côté. Je vais demander peut-être à la régie un petit coup de main. Ah, voilà. Ok, très bien. Donc, je vais principalement vous parler donc de l'impact sur les forêts, puisque c'est un peu notre raison d'être auprès de l'association Envolver. Et donc, en fait, vous faire le lien entre nos modes de consommation et la destruction des forêts. Donc, tout d'abord, juste une petite présentation. Donc, c'est une association. Hein, donc, nous, on existe depuis 2011. On travaille donc notamment, on a pour vocation à préserver donc les forêts tropicales d'Amérique du Sud principalement, parce qu'on est basé donc, on travaille au Pérou et en Colombie et également aussi en France. Et puis aussi on a aussi vocation à faire passer un message mondial sur la préservation, sur l'état des forêts dans le monde. Donc nos principaux modes d'action sont notamment de lutter contre la déforestation via notamment la valorisation de l'arbre, des forêts, de leurs services écosystémiques et notamment via l'agroforesterie. Donc afin notamment donc, de préserver les espèces animales, végétales et tout ce qui en fait constitue un écosystème forestier, les champignons, etc. Comme on l'a dit aussi précédemment, Fer l'a très bien dit, cette situation de précarité avec les pays du Sud, qui est donc une principale cause de déforestation. Et donc, nous, on cherche aussi à valoriser, à diversifier les différentes exploitations agricoles en proposant donc des produits issus de la forêt
pour augmenter les revenus donc des différents paysans et donc préserver de manière indirecte les forêts et aussi bien sûr de sensibiliser par des actions de plaidoyer et différents outils de sensibilisation les gens donc sur le terrain en Amérique du Sud, en France aussi, puis voilà par rapport aux différents enjeux, que ce soit sur la partie production pour les pays du Sud ou la partie déforestation importée pour les pays du Nord. Donc notamment donc l'empreinte forêt, c'est donc on travaille dessus en fait, mais si vous voulez d'abord sur cette diapositive, je voulais faire un peu un diagnostic un peu de l'état des forêts et montrer pourquoi on s'intéresse à l'empreinte forêt. Donc les forêts, c'est 31% des surfaces sur notre belle planète, donc qui correspond à 4 milliards d'hectares. Et l'importance, là on le voit tout de suite, c'est qu'il y a 2/3 de la biodiversité terrestre qui est abritée dans ces forêts et à 90% dans les forêts tropicales. Donc tout de suite on voit le lien entre les pays du Sud et les pays du Nord et les enjeux. Et 25% rien qu'en Amazonie, notre cher poumon vert. Donc ensuite c'est 1 milliard de personnes donc, qui dépendent de ces forêts de subsistance. Ça délivre de nombreux services à l'humanité qu'on appelle donc des services écosystémiques via l'alimentation, la santé, la situation du Covid-19 aujourd'hui. Donc c'est cette zoonose en fait qui fait qu'à cause du fond de déforestation qui avance au fur et à mesure, on fait l'interaction entre les hommes et la faune sauvage est plus fréquente et toute la transmission avec les zoonoses se fera de manière plus fréquente. Je voulais surtout alimenter sur un rythme aussi, le rythme effréné donc de la déforestation à l'échelle mondiale, 13 millions d'hectares par an, ce qui est vraiment très important, c'est égal à la superficie de la Grèce. 80% de la déforestation des forêts tropicales donc, est due à l'agriculture. 49% donc à l'agriculture d'exportation commerciale et 51% à l'agriculture vivrière. Et c'est l'Europe qui est la région la plus importatrice de ces produits de déforestation. Donc, les produits de déforestation qu'on a identifiés, c'est principalement le soja, l'huile de palme, le cuir, le papier, etc. Et moi, je voulais faire une petite précision sur le bœuf, puisqu'en fait, même si c'est pas un produit qu'on importe, c'est quand même la cause principale de déforestation, le soja et l'huile de palme cumulés, puisque que ce soit pour le cuir ou pour la consommation de viande, ça déforeste notamment principalement à 70% en Amérique du Sud. Donc on a vraiment une problématique de transparence sur les produits de consommation, tout ce qui est traçabilité, composition, au niveau des différentes recettes. Et puis donc aussi l'absence d'outils, comme on peut avoir pour le climat avec le bilan carbone, l'empreinte eau, etc. Donc voilà notre outil. Donc c'est vraiment l'outil qui permet de mesurer la déforestation importée. Donc qui permet de sensibiliser les consommateurs pour qu'ils puissent changer leur mode de consommation, mais aussi bien sûr les acteurs économiques pour qu'ils puissent changer leurs recettes et s'améliorer aussi sur leur process et sur tout ce qui est analyse cycle de vie de leurs produits. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres là pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et en gros, l'idée de cet outil, c'est de mesurer en mètres carrés la déforestation pour un consommateur français. Donc, je vous invite à faire le quiz, puisqu'on a un quiz sur notre site internet, afin de mesurer votre empreinte forêt. Les forêts en 2018. Donc, on a fait, en fait, suite à une campagne de sensibilisation sur le zéro déforestation pour mobiliser les décideurs politiques et les acteurs économiques. On a calculé l'empreinte forêt des Français pour cette année en 2018. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a 352 mètres carrés de déforestation pour répondre aux besoins de consommation d'un Français. Donc, ce qui équivaut en fait à 4 logements moyens. On voit que finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les filières principales, que ce soit donc le bœuf, comme je vous disais, le soja et l'huile de palme, sont reflétées sur ces différentes échelles, à différents donc, échelons, à différents pourcentages. Et le soja, c'est notamment dû à notre consommation de viande, viande rouge, viande blanche, volaille et œufs, et produits laitiers, puisqu'on alimente en soja nos différents bétails. Donc ensuite, le cuir issu du bœuf d'élevage et l'huile de palme, qui représente donc 9%. Et en fait, par rapport aux idées reçues, ce que je voulais dire,
c'est que c'est pas forcément au niveau de tout ce qui est alimentation, pot de Nutella, etc. L'impact principal est au niveau des agrocarburants. Pour après, donc, on voit le café, les VA, le cacao, le bois. Juste une petite précision sur le bois, qui en fait n'est pas forcément la première cause de déforestation, mais par rapport à nos modèles de sylviculture qui ne sont pas forcément durables, ce sont des modèles de dégradation des forêts, et c'est la première cause de dégradation des forêts au niveau mondial. Je vais devoir passer la main. Est-ce que c'est bon, Arnaud? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, super, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ces explications beaucoup plus précises sur la forêt. Alors bien sûr, nous, on n'a pas décidé de tout mettre en pause. Au contraire, on essaie d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant différemment. Hein. C'est tout le but de ce soir. Et d'ailleurs, grâce au test de l'empreinte forêt, vous pourrez voir exactement quel est votre problème. Et puis après, par la suite, changer comment, grâce au commerce équitable notamment. Et je laisse la parole à Estelle pour nous raconter toutes ces histoires de commerce équitable et comment justement ces belles histoires montrent une belle alternative. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci Quentin. Donc déjà, nous, faire un monde équitable, peut-être pour, Alissa l'a précisé, mais pour vous dire, voilà, on est un mouvement qui soutenons un commerce différent. Et ce que je souhaite montrer là ce soir, c'est justement de montrer des pistes qui peuvent donner des idées pour un commerce qui soit socialement juste et le plus neutre possible, le moins impactant sur le climat. Donc notre solution forcément, c'est de changer le commerce pour ne plus avoir cet impact-là. Alors il y a plein de choses à faire, et la tâche est hyper grande, on en est tous bien conscients. Mais en même temps, il y a des petits pas à faire. Et là-dessus, pour les slides suivantes, je vous propose de vous présenter des réussites, en fait, des choses qui marchent, qui ont fait leurs preuves et qui peut-être, si elles étaient appliquées à grande échelle, pourraient complètement transformer la manière dont on commerce, dont on échange, et forcément pourrait avoir un impact sur ce que Alissa et Arnaud viennent de présenter. Clairement, le commerce, alors on l'a pas présenté, puis on va pas en reparler là, mais on peut imaginer que la façon, ce que je vais présenter, soit on le voit comme une innovation, soit on le voit comme un retour en arrière en se disant, on revient à des façons de faire qui sont nettement plus respectueuses et pour le producteur, et pour l'acheteur, et puis pour le consommateur. Donc un commerce de valeur, j'en ai cité là comme le respect, la loyauté, la coopération, la solidarité, la participation. On a oublié que c'était possible, mais si on revient aux bases initiales de ce qu'est le commerce, en fait, l'échange, c'est bien ça, en fait. Ça peut être un commerce de valeur et c'est ça qu'on essaie d'inculquer à tous les acteurs et de promouvoir le plus possible. Donc, parmi les outils que nous, chez FAIRE et d'autres dans le monde, promouvons, c'est déjà dans la justice économique. Je pense que c'est quelque chose qui nous paraît peut-être très lointain et on le voit aussi quand on parle dans les sondages de rémunération ou de voir comment est placé le commerce équitable, par exemple. C'est quelque chose dont on perçoit sûrement pas l'impact, en fait. Mais cette justice économique, elle est essentielle. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on entend? C'est un prix rémunérateur. Alors, un prix juste, un prix rémunérateur, un prix minimum, on peut l'appeler de plein de façons différentes. En tout cas, que ce prix, il puisse être calculé sur les coûts de production. Ça peut paraître la base, mais ça ne l'est pas. Alissa aurait pu le mentionner en ayant plus de temps, clairement. C'est clair qu'aujourd'hui, la plupart des filières agricoles, ça arrive, notamment le café, sont rémunérés en dessous des coûts de production. Donc, un prix, c'est les coûts de production inclus et également le coût de la vie locale. Et puis aussi, ça doit être indépendant des cours planétaires de la bourse. On en a parlé de la financiarisation des matières premières, mais clairement, aujourd'hui, à un moment, pour avoir un commerce juste, il ne faudra plus que ça puisse être appliqué de manière uniforme à l'autre bout de l'Asie par rapport à l'Afrique, et qu'on puisse se baser sur des estimations locales, sur des coûts de vie qui soient vraiment proches de la réalité. Donc ça, ce prix rémunérateur à toutes les étapes de la production, on constate par rapport aux réussites que l'on voit dans le commerce équitable,
par de nombreux acteurs différents d'ailleurs, avec des structures différentes, on constate que ça permet nettement aux agriculteurs et agricultrices de mettre en œuvre des programmes résilients. Donc clairement, si on veut changer le climat, il va falloir s'atteler à cette question de justice économique qui entraîne une justice sociale inévitablement. Et donc, parmi les programmes résilients, j'en citerai après, mais il y a des parcelles d'expérimentation, des biofertilisants. Ça permet aussi d'avoir de la main-d'œuvre parce que c'est hyper important. Changer de système agricole, c'est aussi avoir bien plus de personnes et de temps. Donc, et derrière ça, forcément, un peu plus de qualité. Donc, le prix, justice économique, c'est la base. C'est le cas de le dire. Et puis ensuite, il y a d'autres aspects. La deuxième chose, c'est de développer la co-responsabilité. Il y a des mots là qu'on a complètement perdus dans le commerce actuel. Le partenariat, le dialogue et l'autonomie en fait des personnes qui font, enfin, des parties prenantes, on va dire. Donc dans le commerce équitable, il y a une chose qui est essentielle et qui est un véritable atout qui permet de répondre à la problématique du manque de vision sur l'avenir des producteurs et des communautés, c'est l'engagement minimum des acteurs économiques et des acheteurs. C'est-à-dire qu'à moyen terme, ils s'engagent à acheter sur 3 ans avec des contrats clairs. Il y a aussi un autre élément qui est essentiel et qui permet en fait aux producteurs en fait de toutes les filières, que ce soit sur l'artisanat ou sur la consommation classique ou sur l'alimentaire, de ne plus dépendre des grands groupes, c'est surtout de permettre en fait de faciliter la vie démocratique de ces organisations et donc de les respecter aussi là-dedans. Ça existe dans les achats responsables, mais c'est pas non plus suffisamment contraignant aujourd'hui. Il y a des exemples qui montrent que impliquer et dialoguer avec ces parties prenantes dans la chaîne, en les laissant totalement dans l'empowerment et du coup dans leur autonomie, c'est carrément possible. Et non seulement ça permet de partager en fait les prises de risques entre l'amont et l'aval, mais aussi du coup de permettre aux parties prenantes, quelles qu'elles soient tout au long de la filière, de prendre soin de leur écosystème. Il faut partir du principe que les gens à l'autre bout de la planète qui font du coton ou du cacao ou du café sont à peu près comme nous, ils ont hyper envie de vivre dans un écosystème durable et qui ne soit pas saccagé par les pesticides, par les différents outils qu'on peut avoir dans la filière textile, etc. Donc, leur donner la parole, c'est vraiment les impliquer là-dedans. Avant-dernière chose qui nous paraît essentielle, c'est la transparence. Exiger la transparence dans le commerce, c'est aussi un petit pas, on va dire, mais ça serait énorme pour nous tous, y compris consommateurs, sur les coûts qui sont nécessaires, sur les marges qui sont réalisées par les grands groupes et par les acteurs économiques, et puis sur l'origine. Ça aurait un impact fort, c'est-à-dire que ça pourrait favoriser la confiance et ça pourrait aussi nous permettre à nous tous de pouvoir imaginer le réel impact que l'on a. Et puis la dernière chose qu'on a voulu dire aussi, je pense que parler d'innovation, c'est important. Et c'est quoi l'innovation aujourd'hui? Et on le voit bien avec la crise actuelle, c'est de parler d'innovation qui bénéficie entièrement aux territoires et aux communautés qui vivent sur ces territoires-là. On en a un peu parlé avec Envol Vert, mais d'imaginer en fait de donner la main aux territoires en raccourcissant le plus possible la chaîne de production, de transformation. Là aussi, on voit des belles histoires qui montrent que des acteurs sont en train, des acteurs économiques, alors pas les plus grands, mais souvent des acteurs du commerce équitable, par exemple, pour reprendre là-dessus. On essaie de plus en plus de multiplier, de raccourcir la distance entre la production et la transformation, et ça permettrait aussi de rééquilibrer le pouvoir entre des pays producteurs et des pays consommateurs. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument jouer. Donc des belles histoires, il y en a pas mal, et notamment donc des belles histoires qui permettent, grâce à la justice économique et justice sociale, d'atténuer le réchauffement climatique ou le réchauffement climatique, on va dire, en favorisant des modes de production comme l'agroforesterie, dont reparlera Arnaud, de séquestrer le carbone dans la biomasse ou dans les sols, et de s'adapter le plus possible au dérèglement climatique. On le voit, les populations les plus vulnérables, c'est ceux qui sont à l'autre bout et qui produisent et cultivent.
Donc là aussi, cette justice économique, ça permet de mettre en œuvre ces programmes-là. Et puis nous, évidemment, consommateurs, on a notre rôle à jouer. Quelques belles histoires. Évidemment, alors le commerce équitable, ça permet d'investir dans l'agroforesterie. Là, je définis pas l'agroforesterie, je laisserai ça à Arnaud et peut-être à Claudie. Mais clairement, en fait, là, on voit en fait que d'un côté, on a une marque comme Alter-Eco qui permet en fait, grâce aux ventes, eh bien, à la coopérative du Togo, qui fait du cacao, de passer d'une monoculture à un système de culture sous ombrage forestier. Et ça, c'est absolument innovant parce que l'agroforesterie, c'est très répandu en Amérique latine et très peu en Afrique. Donc, ça permet voilà, un commerce qui imagine en fait la suite sur une diversification des cultures et d'imaginer que ça puisse être durable. Ça permet aussi, parmi les belles histoires, de favoriser l'économie circulaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe quel acteur du commercial aussi, qui vise le social et l'environnemental. Et ça permet ici, là, on a l'exemple des noix de cajou produites au Burkina Faso. Et les déchets agricoles, donc les coques de noix de cajou qu'on ne mange pas, en fait, sont utilisés pour remplacer le bois de chauffe. Et là aussi, il y a un accompagnement par les acteurs économiques. Là, la marque, c'est Éthicable, qui ne se désintéresse pas des problématiques que rencontrent les producteurs sur le terrain et qui donc accompagnent et permettent aux agriculteurs locaux d'utiliser la prime de commerce équitable. J'en ai pas parlé, mais elle est essentielle. La prime pour pouvoir avoir des outils favorisant la durabilité. Et puis une dernière chose, c'est aussi, ça existe aussi en France, un commerce équitable aussi. Et ben, ça favorise les conversions en bio et ça limite la déforestation importée. Et là, on le voit aussi avec, donc ça c'est sur l'alimentation des vaches qui produisent le lait. Là, on a mis les 2 vaches de Danone qui est en commerce équitable seulement sur cette partie-là, et le lait de Biocoop. Et en fait, clairement, le fait d'avoir un prix juste, ça permet aux agriculteurs de financer des techniciens pour accompagner les fermes, et donc avec une idée derrière de vraiment produire le plus possible en bio. Et puis parfois, ça va aussi au-delà du simplement cahier des charges bio qui est assez limité sur certains points, en privilégiant en fait du soja qui soit local et une alimentation complètement autre et qui ne soit pas du soja issu de la déforestation. Donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est que les outils, ils existent, il y a une feuille de route qui peut être tracée et que on a besoin d'introduire ces outils dans un commerce de façon bien plus large pour avoir des résultats au niveau environnemental. Super, merci Estelle. Maintenant, on va pouvoir passer la parole à Claudie, donc fondatrice de Guayapi en plus, qui va pouvoir nous raconter les origines de ce projet, ce qu'elle vit au quotidien. Donc voilà, Claudie, c'est à toi et je te laisse nous expliquer tout ça. Claudie, je crois que tu as un problème. Tu as un problème de micro, visiblement, Claudie. Pas. Ouais. Parfait. Ok. Merci. Donc, merci à la base de nous avoir reçus dans ce format et de nous accompagner. Merci à Fer, un monde équitable qui fait un très, très gros boulot, qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup là au sein de Commerce Équitable France. Donc, moi, je suis Claudie Ravel, fondatrice. J'ai fondé l'entreprise familiale, entreprise commerciale de commerce équitable Guayapi en 1990. On fête nos 30 ans cette année. On est très contents. Cette entreprise Guayapi, en fait, a pour vocation la valorisation de produits issus de terres d'origine en tenant compte de 3 critères fondamentaux. C'est que les produits doivent être biologiques, issus au-delà du biologique, puisqu'il y a des monocultures biologiques quelquefois qui nous satisfassent pas, qui nous satisfont pas, etc. Donc, au-delà du biologique, les produits doivent être issus de biodiversité,
en tenant compte également d'une structure architecturale qui a été à l'origine de cet écosystème d'origine. Donc là, alors j'ai un problème technique, c'est que je suis à la fin là de mon PowerPoint. Attendez, je n'arrive pas à reprendre la main. Je suis désolée. Je suis désolée parce que c'est le dernier slide, celui-là. Quentin. Voilà, c'est avant ça. Ça y est, je reprends la main. Voilà. Donc, on en était là. Vraiment désolée. Donc, Guayapi a donc sélectionné, a pour mission aussi de sélectionner des produits qui entrent dans 3 registres. Le registre des compléments alimentaires, appelé aussi superaliments, de l'épicerie fine et également des cosmétiques. Les terres d'origine sur lesquelles nous travaillons, en partenariat avec des peuples indiens, des organisations tribales qui vivent sur des aires indigènes, des peuples autochtones, peuples premiers, se trouvent en Amazonie du Brésil pour le partenaire principal, Amazonie du Brésil, Amazonie du Pérou, au Paraguay et également au Sri Lanka. Nous avons en fait mis sur le marché depuis 1990 des produits qui ont été formulés effectivement ici en France, mais la transformation, dès qu'il y en a la compétence et l'utilisation en fait des contenants sur place, bien sûr, vont être faits directement sur place, sachant qu'en aire indigène, l'organisation par exemple de fabriquer des conditionnements, des transformations, etc., ne se font qu'à hauteur de leur savoir-faire traditionnel, c'est-à-dire que on ne pourrait pas en France, par exemple, pulvériser la plante emblématique qu'on a mise sur le marché qui s'appelle le guarana, qui est une plante emblématique du peuple Sateré-Maoé. On ne pourrait pas le faire en France parce qu'il y a un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération qui est essentiel pour une qualité optimale du produit. Donc, je viens de présenter le guarana. Guarana, wara, ça signifie en langue Sateré-Maoé la connaissance. Guarana, c'est le début de la connaissance ou le principe de la connaissance. Pour le peuple indien Sateré-Maoé, que j'ai connu grâce à une anthropologue il y a maintenant plus de 25 ans, c'est une plante en fait dont ils sont issus. Ils sont les fils, os filhos do guarana, ils sont les fils du guarana. Elle est emblématique, elle est typique pour ce peuple traditionnel, atypique pour nous, le peuple occidentaux. Et c'est sur ces chemins-là que Guayapi a pris le risque, on peut le dire, il y a 30 ans, d'introduire en Europe ces plantes qui sont complètement atypiques. Nous n'avons pas, c'est vrai, choisi, comme le fait principalement le commerce équitable, des produits comme de base comme le cacao, le café, etc. Nous avons choisi des produits qui nous étaient proposés par les peuples sur place. Parce que finalement, l'Occident aussi a beaucoup détérioré les pays du Sud, les pays d'Amérique du Sud que j'ai pu rencontrer, ou d'Asie également que j'ai rencontré. On a détérioré par des envies qui sont quelquefois un peu pressantes. Tout le monde adore le chocolat, donc on fait des catastrophes écologiques mondialement. Et par contre, c'est vrai qu'on peut saluer tous les gens du commerce équitable qui s'inscrivent dedans, mais c'est pas suffisant. Il faut, je pense, déjà avoir une conscience au niveau de l'envie du café qu'on va consommer à chaque repas, du cacao, etc. Il y a tellement de plantes qui constituent la biodiversité et les forêts analogues dans ce monde qu'il faut absolument essayer, nous, peuples occidentaux, qui avons cette richesse économique dans l'hémisphère nord, nous devons absolument essayer d'écouter les peuples. C'est ce que nous essayons de nous attacher à faire chez Guayapi. Nous écoutons ce que les peuples autochtones nous enseignent, nous disent de choisir parce qu'ils sont attachés à ça. Le guarana est bien emblématique, est un produit très emblématique pour ça. Nous avons donc constitué un prix avec le peuple Sateré-Maoé qui va être décomposé. Nous avons des tracts que nous distribuons largement et qui sont en lien sur nos sites, des tracts qui expliquent quelle est la décomposition d'un prix. Donc c'est public, les gens peuvent le trouver sur le site, etc., qui vont comprendre. Alors nous, on ne parle pas de prime, parce que la prime, c'est quelque chose de reversé. Nous allons parler d'un montant qui est ajouté au prix de production, plus les produits d'organisation, le prix d'organisation, plus
justement la récupération, par exemple, des projets de développement tels que récupération de la santé différenciée d'un peuple amazonien, autochtone, les Sateré-Maoé, santé différenciée, la langue différenciée, la culture différenciée du brésilien. Ce ne sont pas finalement les anciens portugais qui vont imposer l'éducation différenciée. Donc tout ça a été organisé en plus de 25 ans. Il y a une université du Wara, l'université de la connaissance, qui a été créée au sein de l'ère indigène, où les enseignants sont les gens du peuple Sateré-Maoé et qui sont allés apprendre la pédagogie, effectivement en université à Manaus. Ça, ce sont des exemples que je dirais, à mon avis, les plus aboutis en termes de respect de l'environnement, respect de l'individu et des critères sociaux globalement. Donc, pour ce faire, nous avons bien sûr un organisme certificateur qui s'appelle Forest Garden Product, FGP, qui est un organisme certificateur du Sud, qu'on a rencontré dans les pays du Sud, et qui est, à notre avis, le plus abouti, parce qu'il va certifier les forêts analogues. On appelle les forêts analogues les forêts qui vont restituer. Là, je vous présente le Warana. Oui, désolé, j'ai pas été bonne pour présenter la suite de mes vidéos, de mon PowerPoint. Donc, les forêts analogues sont des forêts qui visent à reproduire la structure architecturale d'un écosystème dans un lieu donné dans ce monde. Donc, voilà FGP, la certification FGP qui est présentée. Et puis, tout un tas d'autres organismes qu'on appelle scientifiques, de sciences sociales, de sciences de l'écologie, et qui sont les appuis qui nous aident à accompagner ces projets. Forest Garden Product est accrédité par le IAFN, le Réseau international des forêts analogues, qui se trouve au Costa Rica et qui opère donc en Amérique du Sud, en Asie principalement, et qui a lancé un programme qui s'appelle maintenant le Restaurer la nature, Earth Restore, qui est sur notre site d'ailleurs, guayapi.com, c'est restore.earth. Là, nous avons le schéma de cette présentation qui va donc partir de l'agriculture. L'agroforesterie est une étape, la permaculture après, l'analogue foresterie ensuite, et nous allons arriver au plus abouti, qui se trouve être la forêt analogue. Donc, FGP en a la connaissance depuis 40 ans, il opère sur le terrain, comme je le disais, il opère aussi en Afrique. Oui, on disait tout à l'heure, je pense que Estelle, tu disais qu'en fait, en Afrique, il n'y en avait pas trop, c'est vrai, FGP est allé au Mali, et il y a d'autres actions qui se font maintenant au Myanmar pour donner, ce Earth Restoration vise à donner une valeur et un prix aux paysans, aux travailleurs, qui va en fait restaurer un écosystème d'origine. Donc, je pense que ce sera bien, on pourrait être en lien avec notre intervenant Arnaud d'ailleurs, parce que ça peut être des complémentarités et des mutualisations importantes. Voilà, donc ce type de commerce, je pense, est extrêmement impactant pour que ce monde ne vise plus en fait à satisfaire des pays occidentaux dont la richesse malheureusement ne permet pas de payer, d'apporter des richesses aux peuples qui sont très démunis. Et le travail est très important à faire sur le terrain. Il y a des complémentarités à avoir. Il y a aussi des travaux qui sont faits par le mouvement Slow Food, par exemple. Slow Food à l'international vise à identifier les produits qui sont en voie d'extinction. Le Warana a été élu une sentinelle de Slow Food. Au Sri Lanka, nous travaillons aussi avec des villageois au centre du pays, des villageois en fait qui produisent un produit qui s'appelle le Kitool, qui est un produit sucrant, qui est emblématique et qui a été élu par le mouvement Slow Food Arche du goût. Il fait partie d'un catalogue de produits en voie d'extinction. Donc, le commerce équitable, pour Guayapi, ce serait aussi de viser à essayer de mettre en valeur les produits qui sont en voie d'extinction dans ce monde et qui n'ont a priori pas d'accès aux pays du Nord. Mais si on le confirme chez Guayapi depuis 30 ans, on reste une petite société familiale, mais finalement, depuis 30 ans, on essaie de s'attacher à valoriser des produits qui seraient en voie d'extinction. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Claudie, pour cette très belle histoire. Et ça a l'air vraiment magnifique, Goyapi. J'avoue qu'avant de travailler à ça, je ne connaissais pas. Je vais laisser la parole maintenant à Arnaud d'Envolver, qui va revenir sur la manière dont on peut transformer l'impact négatif actuel du commerce vers un impact positif. Arnaud, c'est à toi. Est-ce que tu es là, Arnaud? Oui, c'est bon. C'est juste que ça prend un peu de temps. Merci. Donc effectivement, je vais reparler, je vais présenter un petit peu les impacts de tout ce qu'on s'est dit avec un exemple de terrain. Donc, par contre, est-ce que la diapositive s'affiche? J'ai l'impression que j'ai encore des problèmes de diapositive. Malheureusement, je suis sur les diapositives de... Sinon, au pire, tu peux peut-être commencer et on va essayer de voir en régie si on peut pas changer de diapositive. Parce que là, je suis pas sur là, je suis sur une diapositive qu'on a vue auparavant. Bon, voilà. Donc, je voulais vous présenter. Je vais aussi vous présenter, mais vous aurez plus de visuels par la suite. Parce que je fais confiance à la régie. Donc, nous, on a un projet. Au Pérou, en fait, d'agroforesterie sur la filière café. Donc, c'est un projet qui est sur la ville de Pichinaki, dans la région de Junín. Et en fait, si vous voulez, pour donner un peu le contexte, c'est dommage que j'avais une carte, ça aurait été pas mal. Mais bon. Donc, en fait, le contexte un peu, c'est que sur ce territoire-là, il y a eu une migration agraire depuis les années 50, poussée par le gouvernement, donc qui fait qu'il y a eu une migration des communautés agricoles de la Cordillère des Andes vers... Ah voilà, super, parfait. Je vois que c'est revenu. Comme ça, voilà, merci beaucoup. Merci. Et donc, comme je vous disais, une migration agraire donc de la Cordillère des Andes vers le bassin amazonien. Pour différentes raisons, notamment pour la disponibilité des terres fertiles, bien entendu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, tout le long de cette corridor, en fait, finalement, on retrouve en fait la déforestation pour la mise en place de parcelles agricoles et ensuite, bien sûr, le développement autour des différentes villes agricoles comme Pichinaki. Donc, la région de Junín, c'est la 4e région la plus déboisée du Pérou, avec 10% de déboisement. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que ce territoire est très fragile, d'une part parce que en fait, il y a un fort développement de la filière café. 74% des terres cultivées sur Pichinaki sont du café, du style Arabica. Et donc, en fait, on voit vraiment qu'il y a une dépendance à la filière café. Il y a une structuration donc très importante avec beaucoup de coopératives et en fait une méthode agraire très intensive via de la monoculture de café en plein soleil, avec de l'usage vraiment intensif d'intrants chimiques. Donc, ce qui fait qu'en fait, la terre, le sol et même le vivant en soi est dégradé et la parcelle, finalement, n'aura plus de fonctionnalité et donc, ils vont devoir continuer à aller déforester et agrandir le front de déforestation. Donc, comme je sais, une vulnérabilité du territoire, dépendance économique, donc comme on disait aussi par rapport à la viabilité, bon, c'est pas grave, donc par rapport à la viabilité des prix, donc des cours via tout ce qui est le phénomène de spéculation, etc. Et donc la crise environnementale, comme je vous disais, avec une crise sanitaire également, via la rouille du café, puisqu'en fait, en monoculture, on va propager plus facilement les différents parasites, champignons, etc. Diapo suivante. Voilà. Donc, nos actions concrètes sur le terrain. Donc, tout d'abord, c'est de restaurer les parcelles agricoles forestières grâce à des activités agroforestières ou de reforestation. Donc, bien sûr, dans la création et dans la gestion de pépinières collectives, de la plantation d'arbres natifs, c'est très important. Et donc, diversifier pour essayer de ressembler, de se rapprocher le plus possible d'un écosystème forestier avec des haies, donc avec les différentes strates, c'est-à-dire la strate herbacée, la strate arbustive et bien sûr donc
grandes essences, avec des fruitiers, etc. On fait également donc des formations sur le design des parcelles agroforestières, sur la plantation, l'entretien des arbres, notamment tout ce qui est taille, etc., pour bien sûr calculer les taux d'ombrage par rapport au café. On développe aussi donc différentes alternatives économiques à la déforestation, notamment grâce aux produits issus donc des différents arbres. Donc ça peut être le bois d'œuvre via les différentes essences, les fruits grâce aux fruitiers, et puis bien sûr aussi tout ce qui est alternative, notamment donc de formation, c'est-à-dire qu'en fait les gens, grâce à nos formations en agroforesterie, deviennent autonomes et puissent ensuite derrière former d'autres bénéficiaires sur le site. Ensuite aussi, on propose de développer une certaine autonomie alimentaire, en fait, dans l'idée d'avoir une diversification des fermes agricoles, et puis aussi, bien sûr, des produits dédiés à la vente, donc des fruits et légumes dédiés du potager. Des formations aussi sur tout ce qui est process de transformation, production, transformation, donc différents des produits, hein, que ce soit des confitures, du miel, différents produits. Et puis, bien sûr, on participe, on soutient les communautés à différents événements. Donc, généralement, c'est des férias pour les aider à promouvoir leurs produits. Mais bien sûr, derrière, faire aussi prendre conscience avec des activités de sensibilisation qui sont dédiées aux écoliers, au grand public, aux acteurs institutionnels comme les municipalités et d'autres acteurs, aux bienfaits donc des systèmes agroforestiers. Quelques partenaires locaux, juste pour vous montrer aussi que, comme Guayapi, nous aussi, ça part du terrain, nos projets. Donc, c'est des demandes du terrain via différentes coopératives, aussi donc, différentes municipalités. Donc, on travaille avec la municipalité de Pichinaki, avec des institutions aussi scientifiques, donc, comme le CERFOR, qui est donc le Service national de gestion de la flore et de la faune forestière, donc, qui nous accompagne sur différentes études sur les parcelles. Et puis, bien sûr, avec des coopératives. Donc, certaines sont d'ailleurs labellisées commerce équitable, organique, etc. Donc, on est avec quatre coopératives agricoles. La première, donc Valeo Beliki, qui est donc une des plus importantes et qui est donc labellisée. Une coopérative agraire de femmes, donc la première du Pérou, vraiment dédiée 100% pour l'empowerment féminin. Et puis deux autres ensuite coopératives, l'association Fin Café et Agricafé Selva Alta, qui nous ont rejoints récemment depuis 2017. La diapo suivante. J'ai encore un petit problème de diapo, excusez-moi. Encore. Voilà. Donc, nos résultats, un peu pour donner un dernier mot, sur ce projet-là, donc depuis 2011, parce qu'on y est encore aujourd'hui, on a planté 129 000 arbres, donc en système agroforestier ou de reforestation sur aire dégradée, ce qui équivaut à 1372 hectares d'agroforesterie ou de reforestation. Et puis, donc, depuis 2011, on a pu soutenir 700 familles qui ont pu bénéficier aux formations agroforestières, aux produits issus de la forêt. Et donc, c'est un beau programme qu'on essaie de continuer à pérenniser puisque la zone d'intervention est extrêmement vaste. Et voilà un petit slogan qu'on a l'habitude d'utiliser chez Envolver, la forêt nous rend service, rendons-le lui. Merci. Merci beaucoup Arnaud pour tout ça. Donc là, on va passer à la phase des questions. Donc, on va prendre deux questions notamment qu'on a eues sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, puisqu'il y en a une qui s'adresse à Guayapi et à Fer, et l'autre qui s'adresse principalement à Envolver. Donc, du coup, ça répartit un peu. Je vais commencer par celle d'Envolver, comme ça, Arnaud, comme t'es chaud, tu vas pas te refroidir. Donc, Fanny, sur Facebook, nous demandait si des systèmes comme tu as exposé existent aussi en France ou si c'est pour l'instant uniquement en Amérique du Sud. Est-ce que tu peux répéter? Si j'ai bien compris, c'est les systèmes agroforestiers existent aussi en Amérique du Sud? Oui, alors si j'avais bien compris la question, c'est des systèmes analogues à ceux que tu montrais de préservation et d'agroforesterie, oui. Est-ce que ça existe? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on intervient en France depuis 2018. On a un projet d'agroforesterie dans le Tarn. Donc oui, ça se fait bien sûr. Alors après, c'est pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes stratégies de mise en place sur les parcelles en termes de techniques parcellaires et de plantation. Là, c'est vrai qu'en France, comme on est sur une agriculture très mécanisée, c'est plutôt des linéaires.
Alors que c'est vrai qu'en Amérique du Sud, on est encore sur de la culture, sur de la cueillette avec la main, notamment pour le café, mais aussi pour le cacao. Et donc, on peut avoir une diversification un peu plus structurée et ressemblant à une forêt naturelle. Mais oui, bien sûr, ça existe en France. Il y a beaucoup d'acteurs agroforestiers en France. C'est vraiment très important quand on voit l'état de notre bocage aujourd'hui. Hein, c'est vraiment très important de pouvoir réintégrer l'arbre en France, même si voilà, on dit en ce moment que la forêt retrouve sa splendeur. Enfin, on entend beaucoup de messages comme ça que la forêt revient, qu'il y a plus d'espace boisé, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi une déprise agricole. Mais sinon, sur la partie vraiment agricole, oui, il y a plein de choses qui se font. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur notre site internet. Hein, vous pouvez voir notre projet du Tarn, où on essaie de développer, en fait, de revaloriser la biodiversité sauvage et ancienne en réintégrant des fruitiers anciens, notamment de pommes et de poires. Merci beaucoup pour parfait. Enfin, je pense, après, je ne suis pas Fanny, mais je pense, en tout cas, j'ai trouvé ça très clair. Maintenant, une question qui s'adresse plus au commerce équitable. Une question pas facile. Est-ce que ces produits équitables sont abordables en termes de prix, ou est-ce qu'ils ne creuseraient pas aussi des écarts sociaux? Est-ce que peut-être, Estelle, tu veux répondre à cette question? Oui. Alors, clairement, il y a plusieurs parties dans cette question. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur la question du prix et notamment en termes d'éducation, je dirais. D'éducation d'ailleurs de plein de parties différentes d'ailleurs. Il faut bien qu'on ait tous en tête que le prix, enfin ce qu'on achète en général, on paye 3 fois. On paye une première fois dans le magasin, on le paye une deuxième fois par nos impôts ou qui peuvent aider à financer plein de programmes de développement ou de dépollution de l'eau ou de plein de choses en fait qui sont un peu les impacts négatifs qu'a montré Alissa au départ. Et puis une troisième fois éventuellement en termes de santé ou en tout cas à plus long terme. Donc, cette question du prix, il va falloir que nous tous, on la prenne aussi et de se dire qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour pouvoir avoir de la qualité et puis surtout pour avoir le moins d'impact possible. Donc ça, c'est une première chose et ça, c'est quelque chose auquel il faut nous, on s'attelle et puis d'autres acteurs aussi. Et l'autre chose, c'est que cette question du prix aujourd'hui, elle est aussi à revoir par rapport à la répartition de la richesse dans les filières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye? Si je prends l'exemple, par exemple, de la dosette, pour montrer aussi à quel point ça ne veut rien dire un prix. C'est-à-dire que la dosette, elle coûte hyper cher aux consommateurs et qu'est-ce qu'on paye à l'intérieur? Essentiellement du marketing et de la publicité, alors qu'il revient de 2 à 5% du prix de la dosette aux producteurs. Donc, il va falloir aussi travailler à faire en sorte que les prix consommateurs ne grandissent pas de plus en plus si on arrive à faire un commerce équitable, mais que ce soit bien les acteurs intermédiaires qui réduisent la marge qu'ils se font. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, pour y répondre un peu plus, les produits équitables aujourd'hui, si on va dans son magasin, et je vous invite à aller le faire, à regarder la différence en fait. Et effectivement, contre un produit bas de gamme, premier prix et qui aura absolument aucune qualité, une marque distributeur, sans vouloir la citer d'ailleurs, peut-être que évidemment il y aura un gros écart de prix. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que à gamme égale, ça reste des produits qui peuvent être accessibles à tout le monde. Après, clairement, c'est aussi une question de peut-être tu le disais un peu, Quentin, au départ, de priorisation en fait. Qu'est-ce qu'on est capable aussi de faire, de mettre en place dans notre alimentation comme priorité et de se dire que pour nous, c'est hyper important de consommer d'avoir une consommation qui soit juste socialement et qui soit moins impactante environnementalement. Ce qu'on a constaté récemment, et je finis là, c'est que dans notre baromètre, là, dans notre sondage confinement, consommation pendant le confinement,
on a constaté que aujourd'hui, consommer équitable, c'est pas une question de catégorie socio-professionnelle, en fait. C'est vraiment une question aussi de volonté, c'est pas de volonté, d'attachement en fait à des valeurs et à une envie d'un autre monde. Et on voit aussi que c'est pas les CSP+ qui consomment le plus équitable. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose aussi derrière tout ça, en plus de ce que je disais depuis le début, que c'est aussi une question d'attachement à un monde différent. Je sais pas si j'ai répondu totalement. Merci beaucoup, Estelle. Il y a Claudie aussi qui voulait répondre, donc peut-être qu'elle va pouvoir te compléter. Claudie, si tu peux répondre rapidement. Et après, je suis désolé, on ne pourra plus prendre de questions parce qu'on a pris du retard sur le live, donc après, on va devoir passer à la conclusion. Du coup, Claudie, je te laisse. Le juste prix est quelque chose effectivement d'essentiel. Et je pense que c'est aussi la sensibilisation de l'éducation auprès du grand public. Parce qu'effectivement, on a vu des études récemment sur l'investissement du budget des ménages. Il était, à l'époque de nos grands-mères, on va dire 60-70% dans l'alimentaire. Le reste, en fait, c'était du superflu, etc. Il est descendu finalement tout ce temps et c'est édifiant. Actuellement, il y a 12% dédiés à l'alimentaire, 36% dans la téléphonie. Donc, on va se poser la question sur la sensibilisation du consommateur à ce niveau. Il faut absolument qu'il y ait une responsabilité de chaque individu, une responsabilité citoyenne d'investir là où il y a une importance pour lui-même, pour sa santé, puisqu'on a vu finalement que payer à bas prix dans des restaurations, fast-food, etc., c'est très dommageable. Il y a l'obésité qui est le fléau mondial dans ce monde parce qu'il y a en fait beaucoup de produits achetés à bas prix, bourrés de sucre, etc. Et on sait que finalement, ça a fait beaucoup de misère à travers le monde de faire des monocultures intensives en Chine et d'importer à bas prix tous ces produits. Le juste prix, il est calculé, il est décomposé, comme je disais, et dans le commerce équitable, on le montre et on le publie. Donc, moi, j'appelle à la responsabilité des citoyens européens dans nos pays du Nord où, justement, au contraire, il y a eu un gâchis d'achat à l'inutile. Il y a beaucoup de gens qui sortent de la grande distribution, on voit le caddie plein d'inutiles, et puis ensuite l'essentiel, la nourriture, on l'a vu malheureusement là aussi dans ces périodes-là importantes. Il faut absolument consacrer les investissements et nos budgets sur des choses qui sont absolument décomposées en ayant une responsabilité à la fois pour le producteur, payer bien le producteur, le paysan, l'acheminement, la transformation et avoir des bons produits nobles. Donc, je dirais que c'est pas assez cher le commerce équitable pour répondre aux gens qui ont posé la question. Merci. Merci beaucoup, Claudie. Et encore une fois, je dois couper, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook de FAIRE, par exemple, et on pourra y répondre par la suite. Et si ça vous a plu, on fera probablement d'autres événements. Parce que, nous, ça nous fait toujours plaisir de répondre à ce genre de questions. Je vais passer la parole à Alissa maintenant, qui va pouvoir conclure. Merci Quentin. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai la main, mais peut-être juste pouvoir passer la dernière slide qui pourra appuyer mon propos. Donc pour conclure, en fait, on l'a vu avec toutes les interventions aujourd'hui, des solutions existent pour limiter l'impact du commerce sur le climat. Donc il faut œuvrer pour un changement de culture commerciale, donc s'appuyer sur une nouvelle économie à impact positif pour toutes et pour tous. Donc cela signifie, on en a parlé, des relations commerciales équilibrées de longue durée avec des entreprises responsables et engagées. Et ça doit devenir la règle et plus l'exception. En fait, les entreprises, elles ont un rôle social pour un commerce au service de la société, de l'humain, dans le respect du vivant et qui ne vise pas seulement le profit financier comme c'est malheureusement trop souvent le cas aujourd'hui. La justice économique, elle est un combat qui doit prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on le voit, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui le font et que c'est possible de faire du commerce en redistribuant, en faisant faisant participer, en visant au bien-être collectif. Donc, pourquoi pas toutes les entreprises dans le monde d'après. Ensuite, un autre point qui était important de souligner, c'est qu'il faut déterminer la valeur d'une activité commerciale à partir de son impact social et environnemental. Donc, les mesurer indépendamment. C'est pas de la communication, mais c'est un vrai impact positif sur le terrain et se doter d'objectifs transparents.
privilégier fiscalement justement ces structures commerciales qui créent de la valeur sociale et arrêter pour elles la double peine puisque elles sont engagées. Ça a aussi un coût de s'engager pour plus de justice sociale et économique et elles sont parfois confrontées à de la concurrence déloyale d'acteurs non engagés et privilégier justement l'impact à la publicité quand on est consommateur. Ensuite, c'est réfléchir aussi à la commercialisation en fonction des besoins évalués et des possibilités. Donc, développer les analyses de cycle de vie, du coût global et s'appuyer sur la participation des communautés locales. Et enfin, on l'a vu, la relation entre les modes de consommation, de production et de commercialisation, elle est certaine. Et donc, nous, en tant que consommateurs, arrêtons la course au pouvoir d'achat et optons plutôt pour le pouvoir de nos achats, pour un monde plus juste et plus durable. On a tous un pouvoir, on peut changer collectivement nos comportements individuels en privilégiant les produits équitables, bio, locaux, responsables et en s'appuyant sur des démarches et des labels indépendants. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cet événement. Donc, je remercie Quentin, Estelle, Aïssa de Fer, Arnaud d'Envolver et donc Claudie de Guayapi pour cet événement, pour nous avoir parlé des possibilités de changer le commerce pour ne plus changer le climat. Je remercie également Franck et Émile qui étaient à la technique pour ce live. Et donc, ce live reste visionnable sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à le partager et à participer après Lip si ça n'a pas déjà été fait. Et je vous donne rendez-vous dès demain, vendredi 15 mai à 18 h pour un nouvel événement sur la relocalisation de l'industrie avec le documentaire Le Feu Sacré. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt.